14% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur M6 Group. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus au calcul de la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Le groupe M6 est un groupe de médias français lancé en 87, donc actif dans l'audiovisuel. Il possède 4 chaînes de télévision gratuites, M6, W9, Sister et Gulli, et 8 chaînes payantes, Paris Première, Teva, M6 Musique, TJ, Canal J, RFM, MCM et MCM Top, et 3 stations de radio, dont RTL, RTL2 et Fun Radio, ce qui quand même est un sacré groupe de médias. Donc on peut le voir, on peut le comparer sûrement au groupe donc TF1, qui appartient donc à Bouygues, qui avait projet de se fusionner en 2021-2022 et qui donc avait été rejeté. Donc il y avait eu finalement l'abandon de ce projet de scission, ce qui était quand même assez dommage. Ensuite, on a pu avoir le groupe Lagardère qui a vendu au groupe M6 son pôle télévision. Donc on a tout ce qui regroupe ces chaînes ici. En 2023, c'est CMA-CGM qui attire 10% du capital. Et ensuite, on a eu, à partir de là, on n'a pas eu d'autres intégrations extrêmement grosses. Donc on va aller regarder maintenant en bourse. Donc on voit qu'il y a quand même, ça végète depuis un certain moment. Donc à part le moment où ça a été intégré en bourse, c'est-à-dire à 4 € par action, on a pu connaître des points hauts quand même à un peu plus de, je pense, 80 € par action. Peut-être même, on est monté à 87 € par action à un moment. Et donc sinon, à part ça, on voit qu'en moyenne, on végète extrêmement, c'est-à-dire que même depuis 2007, on avait eu la belle crise, on était passé à 10, et puis ensuite, vous voyez qu'on végète, on monte, et puis en 2018, on redescend, on prend la crise du Covid, etc. Donc en fait, on est sur une action qui a l'air de végéter. Maintenant, on va aller regarder un petit peu la vue d'ensemble. On est sur une CAPI à 1,75 milliard. On a un chiffre d'affaires qui végète de 2017 à 2023. On a un profit brut qui lui augmente, ce qui fait que nos coûts des marchandises, donc soit on a mis moins en dépréciation, ce qui est le cas, et les coûts des marchandises diminuent aussi. Donc ça c'est intéressant pour nous. Ensuite, en termes de dépenses d'exploitation, on voit qu'on tourne à peu près au même niveau. Donc 45 moins 51 millions, sachant que dedans, qu'on se le dise, là dans les frais on a haute dépense, on n'a pas de recherche et de développement sur ce genre d'entreprise, et ensuite on va avoir le revenu hors exploitation qui a l'air d'être à peu près tous les ans positif, ce qui fait que les charges d'intérêt sur la dette, on a l'air d'être pas du tout endetté. Produit hors exploitation, on voit que c'est souvent positif, et ensuite on a quelques dépréciations, mais ça a l'air d'être quand même exceptionnel. En termes d'actifs, on voit qu'on est passé de 2017 à 1.5 à 2, et en passif de 879 à 733, c'est-à-dire qu'on a eu un equity qui a fait x2. On est passé de 600 millions à 1.34, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on se valorise un petit peu plus cher que l'equity. Donc on regarde la dette totale, on est passé de 146 millions à 138, et donc on a une dette nette qui est négative, ce qui fait que on voit qu'on commence à avoir pas mal de trésorerie. On est passé de 54 millions à 400 millions. Pourquoi? Est-ce qu'on a l'objectif de faire une acquisition ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, dans le cash lié aux activités d'exploitation, on voit qu'il est à peu près équivalent à 300 millions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ce cash? On va aller dépenser environ entre 80 et 100 millions dans les dépenses d'immobilisation. Ensuite, potentiellement, on voit que en 2017-2019, on a eu d'acquisition d'entreprises. Sinon, à part ça, on voit qu'on a potentiellement des petites ventes par-ci, par-là. Donc ensuite, il nous reste en moyenne 200 millions. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 200 millions? On verse un dividende qui est donc en constante augmentation. Et ensuite, on fait aussi du rachat d'actions, ce qui fait qu'en réellement, on est sur une entreprise qui est quand même assez rentable. Donc vraiment, on a du cash jusqu'à plus savoir quoi en faire. Donc on investit 100 millions. Donc s'il reste seulement 200 millions, on arrive à peu près sur une CAPI à 1.75 sur un PER qui tournerait aux alentours de 8 ou peut-être même de 7, sachant qu'on prend en compte le fait qu'on est investi. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, on se valorise à ce niveau-là. Mais si on regarde seulement la totalité des bénéfices, donc le cash et les activités d'exploitation sans prendre en compte leur investissement, on arrive à peu près sur une capitalisation à 5. Donc ce qui nous donne vraiment quand même assez de marge, en tout cas pour ce genre d'entreprise, même si le free cash flow on arrive à 300 millions, ce qui n'est pas exactement le cas. Donc on arrive quand même sur une entreprise qui continue à stocker de la trésor en bilan et à ne pas vous reverser exactement la totalité des bénéfices en dividendes, même si on voit que là en 2021 ça avait pas mal augmenté, etc. Et là en 2022, on voit qu'effectivement, on nous donne un dividende par action de 2,50 qui n'a jamais eu lieu,
Donc on le regarde un petit peu, et donc on voit un ratio de paiement qui tourne aux alentours de 70%, peut-être même 80% au maximum, mais ce qui fait qu'ensuite on va aller garder de la trésor, soit pour aller racheter des actions, soit évidemment donc pour la mettre en trésorerie, peut-être pour des acquisitions futures. Si on regarde les estimations des analystes, on n'a pas l'air d'avoir énormément de croissance, voire pas du tout. On voit quand même que l'entreprise, c'est assez stable, hein. On voit que ses revenus sont assez stables et en moyenne, donc en augmentation sur les dernières années, sauf en 2022, mais 2023 on arrive au même niveau que 2021, et ensuite, etc., on devrait à peu près stagner à ces niveaux-là. En termes de revenus, on voit que la télévision donc, est la plus grosse source de revenus de chez M6. Ensuite, on savait qu'on avait eu les Golden Moustaches, etc. sur YouTube, et on voit que de 2017 à 2019, ça continue, et puis ensuite de 2020 à 2023, ça ne continue plus, c'est-à-dire sûrement la source diversification, ou peut-être la source production et audiovisuel droit, donc c'est-à-dire à peu près voilà, tout ce qui est créé sous la licence M6, donc comme l'avait pu être Golden Moustache, qui était extrêmement bon. Et ensuite, on a pu avoir aussi sur YouTube les rediffusions de tout ce qui va être Top Chef, etc. Donc ces émissions-là, qui sont rediffusées sur YouTube, et qui permettent donc continuellement de financer et de faire connaître M6. Voilà, par pays, on voit qu'elle est uniquement disponible en France, ce que je trouve assez dommage, hein, parce que je pense qu'on peut potentiellement exporter en tout cas toutes ces chaînes de télé, tous ces programmes de télé potentiellement autre part, hein, comme l'avait pu faire TF1, comme l'avait pu faire France 2 avec ses programmes comme Fort Boyard, etc., qui avaient donc été exportés dans plusieurs pays. Mais à partir de là, on voit quand même que M6, maintenant on va aller regarder un petit peu les statistiques, donc on a un total d'actions qui végète, même si on a un petit peu de rachat, ça se voit pas énormément. Donc on a un ratio cours-bénéfice, vous voyez, qui est de plus en plus bas, et on a un rendement des capitaux propres, voilà, qui tourne à peu près en étant assez bas, et un rendement du capital investi qui reste quand même un minimum attractif, hein. Vous voyez quand même 21, 18, 25, 12, 17, ce qui reste quand même assez bon. On a une marge brute qui augmente, on a une marge opérationnelle qui augmente aussi, et une marge EBITDA qui augmente aussi, et la marge nette qui se situe à 17, voire même 18, ce qui est extrêmement bon quand même pour une chaîne de télévision. Faut se rendre compte que voilà, on a vraiment une chaîne qui est extrêmement rentable aujourd'hui. Là, on a une information intéressante, M6 confirme ce matin de façon officielle l'information qui avait filtré ce mardi, à savoir l'acquisition auprès de la FIFA des droits exclusifs en clair de la majorité des matchs de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et au Mexique, ainsi que la Coupe du Monde 2030 en Espagne, Portugal et au Maroc. Les 3 premiers matchs se dérouleront en Amérique du Sud. Voilà, donc elle voit qu'on détient 54 des plus belles affiches des compétitions, qui en comptera désormais 104 au total, donc ça c'est une bonne information. Et ensuite on avait vu effectivement que Xavier Niel voulait récupérer la fréquence de M6, et on l'avait vu aussi récupérer la fréquence de télé de M6 l'année dernière. Le milliardaire Xavier Niel n'exclut pas de postuler à d'autres cours de rétribution, même s'il ne veut pas perdre du temps et d'argent, et pour prendre une baffe à nouveau, parce que évidemment c'est l'Arcom qui distribue donc les fréquences de la TNT. Et donc, évidemment, il s'était pris une baffe parce qu'il voulait récupérer la fréquence de M6, sachant que la fréquence de M6, on a quand même, voilà, on a TMC, W9, etc., c'est Star, voilà, on a beaucoup, c'est Star, c'est Canal, Gulli, etc. Donc en fait, on est vraiment, voilà, on a beaucoup de chaînes à ce niveau-là. Et donc, il faut quand même faire attention parce qu'on a donc un très grand encart publicitaire potentiellement pour M6, et donc il faudrait faire attention qu'on n'aille pas se faire grignoter, donc ça peut être un risque, en tout cas, à aller voir. On voit que par contre, le nombre d'employés de 2017 à 2023 a diminué, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi est-ce que, évidemment, on a des dépenses d'exploitation qui baissent, ou c'est-à-dire qui sont à peu près au même niveau, ou même des coûts des marchandises qui diminuent, c'est qu'ensuite, en fait, on fait de la purge. M6 vire de plus en plus de personnes, mais en tout cas, aujourd'hui, continue d'être extrêmement rentable, en améliorant ses marges d'année en année, même si le revenu total, il n'y a pas de croissance, en fait, si on arrive continuellement à augmenter nos marges, réellement, on s'en sort extrêmement bien, hein. On le voit là, même si notre chiffre d'affaires diminue, et en fait, notre profit brut et notre bénéfice d'exploitation ne diminuent pas d'autant, étant donné qu'on augmente nos marges. On le voit même ici, avec notre revenu hors exploitation, en fait, on peut atteindre limite des marges nettes plus importantes que nos marges EBITDA. Même si après, bon, on prend les taxes quand même qui nous rappellent que c'est pas forcément le cas, mais sans prendre en compte ces taxes qui nous reviennent quand même à peu près au même niveau que ce qu'on va investir en fait. On arrive quand même à un beau bébé. Maintenant, dans le bilan, est-ce que j'ai regardé ou pas? Si je me trompe pas, j'ai pas regardé qu'est-ce qui était immobilisé. On voit qu'il y a beaucoup d'incorporels à ce niveau-là. Et il y a surtout beaucoup de goodwill, et ça serait bien qu'ils commencent peut-être à le déprécier pour pouvoir aller récupérer plus
d'argent dans notre cash flow, avoir juste un petit peu à ce niveau-là un revenu d'exploitation au lieu qu'il soit positif, qui nous le mettent un petit peu négatif pour récupérer des crédits d'impôt, ce serait pas bête, on a pas mal d'IMO à aller écraser. Voilà, donc M6, franchement, ça a l'air d'être un plutôt bon groupe. Je pense que je vais essayer d'aller regarder un petit peu les rapports. Si ça vous intéresse et que vous voulez une vidéo complète sur le groupe M6, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Max, je vous dis à bientôt.